Alerte enlèvement. Le podcast, enfin disponible. Un enfant a été enlevé. Pour l'instant ici, surtout l'inquiétude qui grandit d'heure en heure dans le quartier où je me trouve. N'agissez pas seul. Elles ont été retrouvées saines et sauves il y a un peu plus d'une heure. Alerte enlèvement. Le podcast. Votre mobilisation est essentielle. C'est le dernier jour de la présidence de François Hollande. Le vrai dernier jour. Tous les cartons et quasiment tous les collaborateurs sont partis. Il fait beau. L'homme qui se lève tôt. Mais il règne un climat étrange dans les bureaux de l'Élysée, vide comme un lendemain de déménagement. On a fait place nette pour l'équipe d'Emmanuel Macron qui se prépare à investir les lieux. Alors il paraît qu'il va pleuvoir. Oui, donc c'est le truc que vous avez trouvé pour m'arrêter, Voilà, c'est ça? exactement, c'est vrai. François Hollande porte beau. Il sourit même avec un sourire de nourrisson qui a bien dormi. Pas un soupçon de tristesse ou de nostalgie dans son regard. Mais on sent parfois derrière son expression une colère sourde. Même si François Hollande a toujours tout encaissé assez facilement. La haine des autres, leur mépris, leurs insultes, les trahisons des amis, les ruptures sentimentales. Pour la première fois, un président, avant de tirer sa révérence, accepte de parler pour l'histoire, devant les caméras, dans les jardins de l'Élysée, pour raconter ses années au pouvoir et sa relation intime avec la plus haute fonction de l'État. Alors, après 5 ans passés dans cette broyeuse, essoreuse élyséenne, se sent-il libéré, heureux de partir? Non, pas vrai que quitter le pouvoir soit une joie. Parce que il y a une telle responsabilité pour son pays que l'on voudrait que ça se poursuive, ça se prolonge. Mais enfin, il y a le suffrage universel. Et puis, la limitation du nombre des mandats. Donc, il faut vivre avec l'idée que le pouvoir n'est pas un pouvoir à vie et qu'il y a une vie hors du pouvoir. Vous avez souffert d'une impopularité chronique pendant tout votre mandat. Comment vous l'avez vécu? On ne s'habitue pas à l'impopularité. On la découvre toujours avec surprise. Elle vous saisit à un moment, puis elle ne vous lâche plus. Mais il faut vivre avec. Et il faut être tout à fait serein. En disant qu'il y a toujours la justice de l'histoire qui arrivera à porter sa véritable appréciation. Mais surtout, il ne faut jamais être entravé par l'impopularité. Et je vais même être paradoxal. Mieux vaut qu'elle arrive tôt pour que nous soyons sûrs, pour ceux qui gouvernent, que finalement, qu'importe l'issue, du moment que la décision soit la meilleure pour le pays. Et moi, je n'ai jamais été gêné ou empêché par l'impopularité. J'aurais pu me dire, non, je vais arrêter de réformer, je vais arrêter de décider d'un certain nombre de choix essentiels sur la sécurité ou sur la lutte contre le chômage ou sur la fiscalité, parce que je vais encore être plus impopulaire. Mais à partir d'un certain niveau d'impopularité, vous n'avez plus rien à perdre. Et j'ai considéré que je pouvais aller mon chemin. Et finalement, les Français sont tout à fait légitimistes. Ils ont dit, il est impopulaire, nous ne soutenons pas nécessairement sa politique, mais il est en place et il va aller jusqu'au bout et il va décider ce qu'il pensera juste pour le pays. C'est ce que j'ai fait. Mais je n'ai tiré néanmoins la conclusion. Je n'ai pas voulu m'imposer.
Je n'ai pas voulu moi-même créer une difficulté supplémentaire. J'ai dit, je gouvernerai, je dirigerai le pays pendant les 5 ans, jusqu'au bout. Et si je suis impopulaire, eh bien, j'en tirerai la conséquence que je ne peux pas être candidat, ce que j'ai fait. Enfin, à aucun moment on a senti chez vous une sorte de jouissance du pouvoir qu'on pouvait voir à l'œil nu chez certains de vos prédécesseurs. Ce n'est pas une jouissance, c'est une responsabilité. Et parfois, on peut se tromper, et ça m'est arrivé. Ça vous est arrivé quand? Donc, quand on nomme des ministres qui ne sont pas forcément ce qu'on attend d'eux, notamment sur le plan de l'intégrité. C'est arrivé une fois avec l'affaire Cahuzac, qui m'a été extrêmement douloureuse pour moi, qui a porté la République exemplaire. Mais je récuse cette notion de jouissance, qui d'ailleurs est regardée par les Français comme une perversion. Celui qui exerce le pouvoir manifeste ostensiblement. Mais doit-il cacher son plaisir d'être au sommet de l'État? Non, je ne crois pas. Mais ce n'est pas un plaisir non plus, toujours. Mais moi, je ne veux jamais donner l'impression que le président de la République demanderait de la compassion. Il n'y a aucune compassion à avoir à l'égard du président de la République. Oh, vous avez quand même pris plein la gueule. Oui, mais il n'y a aucune compassion. Mais personne ne m'avait forcé à venir. Personne m'avait traîné par un camion grue pour me mettre jusqu'ici et m'installer à l'Élysée. Je l'avais voulu. Donc, aucune compassion, aucune indulgence à l'égard de celles et ceux qui exercent les plus hautes autorités de l'État. Pendant votre campagne, vous aviez assuré que vous seriez un président normal. Êtes-vous sûr que les Français attendaient ce type de gestion du pouvoir? Quel était l'état d'esprit en 2012 ? Après 5 ans de présidence, Nicolas Sarkozy. La France avait été énervée, excitée par un certain nombre de comportements. Il y avait beaucoup d'affrontements dans le pays. Et puis il y avait une forme d'exercice du pouvoir qui avait paru, là encore, dépasser certaines limites. Mais ça ne touchait pas que mon prédécesseur. Il y avait aussi dans les candidatures qui pouvaient s'exprimer à un moment ou à un autre, cette même tentation d'utiliser la Ve République et ce qu'elle peut avoir de monarchie présidentielle. Donc je voulais que la fonction présidentielle, qui est en soi exceptionnelle, parce que je traite des situations, ou j'ai traité des situations extrêmement difficiles, et il faut à un moment prendre des décisions qui sont forcément très lourde de conséquences. La fonction présidentielle, elle a un caractère à nul autre pareil, et qu'on ne trouve pas nécessairement dans des pays voisins, avec une nécessité d'incarnation. Mais pour autant, je considérais qu'il fallait l'exercer calmement, j'allais dire presque paisiblement, et sans exhibition, et sans excès. Et je fais toujours ce même conseil à ceux qui auront à me succéder. Bon, on est quand même un pays monarchique et régicide. Beaucoup de Français se sont dit, est-ce qu'il veut vraiment être président, cet homme qui dit « je n'aime pas les honneurs, les protocoles et les palais ». Oui, mais les Français regardent les protocoles et les palais avec admiration et curiosité aussi. Mais ils n'aiment pas aussi que leurs dirigeants fassent des excès, dépensent sans compter, se déplacent sans règles, confondent leurs intérêts privés avec la fonction publique. Donc, je crois qu'il faut trouver un équilibre. Le président doit incarner le pays et en même temps, il doit, dans ce palais, avec ses ors, avec ce protocole, et c'est bien qu'il en soit ainsi, parce que la France doit être aussi rayonnante, il faut qu'il en garde la juste mesure. Il faut prendre pleinement la charge et prendre conscience qu'on ne s'appartient pas ou qu'on ne s'appartient plus. Ça, c'est vrai. Rentrant ici, on est forcément un être différent qui doit sacrifier beaucoup de sa vie personnelle et qui doit être pleinement en représentation. Parce que partout où je me suis déplacé, partout où je vais voir les Français, je suis
bien plus que François Hollande. Je suis, ou j'étais, le président de la République. Donc, il faut bien prendre conscience de ça. Mais après, qu'est-ce qu'attendent les Français aussi? Et qu'est-ce que moi je veux leur donner? Ou je voulais leur donner? Une proximité, une simplicité. Parce que c'est aussi important dans une démocratie. Vous pensez que ce serait aussi dur avec les médias? Ils vous ont harcelé, non? C'est affreux comme métier, président de la République. Écoutez, tous mes prédécesseurs ont été attaqués, ont été moqués, ont été contestés, voire frappés, y compris dans leur intimité ou dans leur vie personnelle. Bon, donc, j'allais dire, c'est la loi du genre. Sauf que, et c'est sans doute ce qui a changé ces dernières années, sauf que les moyens d'information ont considérablement évolué, les réseaux sociaux se sont installés, les fausses rumeurs, les hashtags et autres se sont multipliés, donc il y a une forme d'abaissement du pouvoir et une espèce de nivellement par la médiocrité de ce qu'est l'exercice même de la démocratie. Donc vous êtes senti de temps en temps abaissé, avili, oui, quoi. parce que quand sur les réseaux sociaux, on colporte une image, une photo, un incident, toute anecdote devient un problème. Aujourd'hui, tout déplacement du président est immédiatement retenu. Et c'est surtout le fait que ce qui va animer les réseaux sociaux n'est pas un discours prononcé, n'est pas une annonce proclamée, n'est pas une décision, mais plutôt comment était sa cravate, était-il coiffé, qu'a-t-il regardé, toute information est mise au même niveau, tout est équivalent. Alors sur le plan de l'information, vous diriez que le niveau baisse, hein? C'est plus difficile que du temps de De Gaulle ou de Churchill. Oui, on est dans un autre système. Avant, qu'est-ce que faisait le président? Il allait à la télévision, il s'adressait aux Français, pour lui poser d'ailleurs assez peu de questions. Quand il prenait des journalistes, c'était parfois des journalistes qui étaient complaisants, pour ne pas dire davantage. Puis après, on est passé à un autre mode. La presse écrite avait un rôle très important. Une interview dans un grand journal avait son poids. Mais aujourd'hui d'ailleurs, les politiques ont eux-mêmes évolué. Ils ont leur chaîne YouTube, ils envoient leurs messages sur Facebook, ils utilisent les tweets. Celui qui a été le plus loin, c'est Donald Trump. Donald Trump, maintenant, a compris qu'il n'avait pas besoin de la presse, même que la presse lui était hostile, et qu'à partir de là, c'est lui qui fait l'information et qui crée par ses tweets l'actualité du jour. Et moi, je refuse cette méthode. Je considère qu'elle est un abaissement, non pas de la presse, mais du pouvoir. Qu'est-ce qui vous a le plus pesé dans cette fonction? Ce que j'ai peut-être le plus eu de mal à accepter dans cette fonction, et compte tenu des événements que nous avons connus, c'est la fermeture. C'est le fait qu'il faut se protéger, que je dois toujours être accompagné d'un dispositif de sécurité très lourd, partout, avec des tireurs d'élite, avec des vérifications permanentes. Et que le risque, ou la contrepartie de cette sécurité, c'est d'être loin et de s'éloigner de plus en plus et de ne pas être en contact avec le pays. Et en même temps, c'est indispensable. Donc j'ai toujours voulu, même quitte à quelquefois prendre personnellement des risques sur la sécurité, aller vers les Français qui n'étaient pas toujours dans une sympathie immédiate. À quel moment du quinquennat avez-vous ressenti le plus vivement ce qu'on appelle la solitude du pouvoir? Le président de la République exerce solitairement le pouvoir. Parce que c'est à lui qu'il est demandé des comptes. Parce que c'est lui qui va décider.
en dernier ressort. Et parce que lorsqu'il y a un problème dans le pays, lorsqu'il y a une difficulté, lorsqu'il y a un événement atroce qui se produit, un attentat, c'est vers le président de la République que les yeux se tournent. Quand il est arrivé ce premier drame atroce avec les journalistes de Charlie Hebdo lâchement assassinés dans leur lieu de rédaction, vers qui s'est-on tourné? Vers le président de la République. Qu'allait-il faire? Qu'allait-il dire? Je me suis exprimé là, avec mes mots et avec mes émotions, mais aussi ma responsabilité, parce qu'il fallait prendre des décisions. Alors, oui, il y avait plein de monde autour de moi. Il y avait un gouvernement. Il y avait le Premier ministre Manuel Valls. Il y avait Bernard Cazeneuve qui était à mes côtés. Et nous en avons bien sûr parlé. Mais c'était là seul que je devais parler et dire et décider. Alors faible avec les frondeurs et fort avec les terroristes, ou souple avec Martine Aubry et dur avec Daesh, finalement, est-ce que c'est pas ça la marque de votre quinquennat? Non, moi d'ailleurs, je ne distingue pas la politique extérieure de la politique intérieure. Enfin, il y a une différence quand même, parce qu'en politique étrangère, vous y allez, quoi. Vous n'hésitez jamais, ça va très vite. Non, mais dans la politique extérieure, ça a été plus... dans la politique extérieure, je suis seul juge. Après, j'en rends compte devant le Parlement et devant les Français. Mais quand il s'agit de décider d'une intervention pour le Mali, je ne demande pas un vote préalable. Je ne consulte pas les syndicats ou les forces même de sécurité. Comment ça s'est passé techniquement d'ailleurs? C'est une décision que vous avez prise en quelques secondes, paraît-il? Très vite? Très vite, dès lors que j'avais la preuve que les terroristes franchissaient une ligne qui était celle que nous avions considérée comme étant une ligne rouge, et foncer sur Bamako, si je ne prenais pas la décision tout de suite, quelques heures plus tard, peut-être même dans les journées dans lesquelles je prenais cette décision, les terroristes fondaient sur la capitale du Mali et changeaient l'orientation de ce pays, mais surtout menaçaient toute l'Afrique de l'Ouest, et pas simplement un pays ami comme le Mali. Donc il a fallu que je prenne ma décision après, bien sûr, réunion d'un conseil de défense, consultation des ministres concernés, notamment de Jean-Yves Le Drian et de Laurent Fabius, et du Premier ministre, et que je n'ai pas d'hésitation, toute hésitation. Et souvent, on me dit, mais pourquoi vous n'avez pas mis les amis européens dans le débat? Imaginez, je dis, ben voilà, j'étais en conversation avec le président du Mali, il me dit, il faut intervenir tout de suite, sinon nous sommes perdus. Alors je leur ai répondu, mais je vais donc demander mercredi prochain une réunion du Conseil européen. Nous allons nous concerter avec nos collègues et nous prendrons la décision appropriée. C'eût été, même dans une Europe idéale, une démarche possible. Mais elle n'avait pas de sens. La France doit prendre ses décisions à un moment où elle se sent directement concernée et où elle a des responsabilités. C'est ce que j'ai fait. Les chefs de gouvernement ont une différence avec le chef d'État. Je veux dire par là, les premiers ministres des pays européens ont une différence majeure avec le chef d'État, le président de la République française. C'est qu'ils sont toujours obligés de rendre compte tout le temps devant leur Parlement. Le président de la République, lui, peut décider de beaucoup de choix, non pas seul, mais sans en évoquer toujours au préalable la nécessité avec le Parlement. Quand j'ai voulu intervenir en Syrie, après l'utilisation par Bachar el-Assad d'armes chimiques,
je voulais le faire avec le Premier ministre britannique et le président des États-Unis, Barack Obama. Le Premier ministre britannique m'a dit « Je vais consulter mon Parlement avant de prendre cette décision ». La Chambre des communes ne lui a pas donné l'autorisation. Et il a renoncé à l'intervention. Barack Obama, qui n'était pas forcément obligé de le faire, a lui aussi dit « Je vais consulter le Congrès ». Moi, je leur ai répondu « Si vous décidez d'intervenir avec nous, moi, je peux le faire tout de suite. C'est le privilège de la Ve République. » Alors, la France est une grande puissance. Elle n'est pas la première puissance. Mais elle a au moins cette capacité. Et moi, je veux absolument souligner ça devant les Français. On critique souvent les institutions, on considère qu'elles donnent beaucoup de pouvoir au président de la République. C'est vrai. Mais ce pouvoir-là, il est au service de la sécurité des Français. Et il ne faudra jamais renoncer à cette situation où le président de la République peut, par sa propre initiative, décider de la paix et de la guerre, même si, après, c'est bien légitime, dans une démocratie, c'est le Parlement qui en décide. Mais c'est le président de la République qui peut prendre la décision. Pourquoi ne pas aller aussi vite pour le bien commun? Par exemple, pour la lutte contre le chômage. La lutte Pourquoi contre le chômage. forcer le destin? La lutte contre Pourquoi le ne pas forcer le destin aussi? La lutte contre le chômage. Sur l'intérieur. Je n'envoie pas des armées contre le chômage. Je n'envoie pas des militaires contre le chômage. Ce serait bien. Oui, mais ça ne marche pas comme ça. Je ne peux pas contraindre des entreprises à recruter. Qu'est-ce que je fais sur le chômage? Très vite, le pacte de responsabilité, c'est-à-dire l'allègement des impôts et des charges des entreprises en contrepartie de création d'emplois. Décision que je prends déjà à la fin de l'année 2012 et que j'amplifie au début de l'année 2014. Mais après, il faut faire voter par le Parlement ces dispositions. Ça prend des mois. Ensuite, il faut faire appliquer ces décisions. Il faut qu'elles soient intégrées dans la vie des entreprises. Vous croyez que c'était facile d'expliquer, y compris à ma propre majorité, que j'allais transférer 40 milliards d'euros aux entreprises pour qu'elles investissent et qu'elles embauchent? Quand beaucoup me demandaient d'avoir davantage de crédits pour les collectivités locales, pour la santé, et c'est bien légitime, pour l'éducation, et je les ai d'ailleurs accordés. Donc j'ai fait un choix, mais qui est un choix historique, qui ne relève pas d'ailleurs forcément de la philosophie qui était la mienne, parce que c'était l'intérêt du pays. Ce choix, c'est de dire à un moment, nos entreprises, elles sont en ce moment exsangues, elles n'ont aucune capacité pour investir, elles sont alourdies par des charges. Je vais, moi, président de la République, je vais leur donner les moyens de pouvoir se relever. Et c'est ce qui s'est produit. Alors, vous étiez finalement plus à l'aise dans les grandes crises que dans la gestion du quotidien. Mais d'abord, la gestion du quotidien ne relève pas du président de la République. Il faut en finir avec cette vision où le président de la République devrait s'occuper de tout. Le Premier ministre a un rôle très important dans nos institutions. Certains considèrent même trop important. Et qu'il y a une forme d'incompréhension. On élit un président de la République, et puis finalement, c'est un Premier ministre qui s'occupe de la gestion du quotidien. Et ce qui m'est apparu nécessaire, même si je n'ai pas pu parfois complètement lutter contre ce travers, c'est de n'évoquer que les décisions qui étaient les plus importantes au niveau de la présidence de la République, et de laisser le gouvernement agir. Et ça me paraît être très difficile à faire comprendre aux Français, mais en même temps, nécessaire pour que le président de la République ne soit pas absorbé par tout et empêché de bien comprendre quelle doit être la direction du pays. Parce que ce que doit faire le président, c'est pas réfléchir jusqu'au terme de son mandat, c'est prendre des décisions qui vont aller bien au-delà de son mandat. On peut voir sur l'énergie, sur l'écologie, sur les investissements majeurs, les grands chantiers, ce que doit être aussi la culture, la recherche. Ce qu'on attend du président, c'est qu'il voit loin. Et qu'ils se disent que qu'importe, ce que je l'ai montré d'ailleurs, qu'importe finalement s'il ne doit pas être candidat.
Vous avez eu l'état de grâce après l'élection, mais est-ce que vous n'avez pas le sentiment d'avoir raté vos débuts, enfin vos 3 premiers mois? Parce que, au fond, vous avez perdu un temps précieux au lieu de commencer tout de suite à travailler dans le dur. C'est faux. Il y a toujours un état de grâce. Il sera de plus en plus court. Mais il existe. Et cet état de grâce m'a permis de gagner les élections législatives après l'élection présidentielle. Alors c'est vrai que durant l'été, je me suis, comme le gouvernement, accordé une dizaine de jours de vacances au début du mois d'août. Et on voudrait me faire croire que c'est parce que je serais parti en vacances pendant quelques jours que les décisions n'auraient pas été prises. Pendant ces vacances-là, j'ai été amené à aller à plusieurs cérémonies extrêmement douloureuses, puisque un militaire avait été tué, et j'ai été amené aussi à rencontrer des familles de gendarmes, parce que 2 gendarmettes avaient été affreusement assassinés. J'ai été sur les dossiers syriens notamment, particulièrement mobilisé. J'ai passé toutes mes journées sur la situation internationale et j'ai préparé la rentrée. Mais il se trouve que l'état d'esprit du pays était tel qu'il attendait un changement qui, à leurs yeux, pour les Français, devait venir vite. Or, il faut du temps avant que les décisions prennent effet. Dès que l'Assemblée nationale a été renouvelée, c'est-à-dire dès le début du mois de juillet, Jean-Marc Ayrault, que j'avais choisi comme Premier ministre, a pris des décisions très importantes pour que les déficits publics puissent être réduits. Et les Français s'en sont, hélas, rendus compte, car on leur a demandé un effort. Si cet effort n'avait pas été sollicité, il y aurait eu pour la France une crise très profonde et l'austérité aurait dû être proclamée quelques mois plus tard. C'est la première décision, elle était courageuse, elle était douloureuse et elle a été votée dans l'été 2012. De toutes les accusations qu'on a portées contre vous, y en a-t-il une qui vous a particulièrement blessé? Machiavélique? Sans affect? Sans affect, je l'ai montré. Je voulais le montrer. Et ça, c'est très important que je puisse vous en faire cette confidence. J'ai été, bien sûr, attaqué, frappé par de multiples critiques, par les événements, par les épreuves. Par les épreuves. Bon. Quand je vois la mort, car j'ai vu la mort autour de moi, la mort qui touche des soldats, la mort qui touche des familles, la mort qui touche des victimes d'attentats. Si je montre de l'émotion, elle est là, elle n'est pas feinte. Mais si je montre de la faiblesse, si je donne le sentiment de m'effondrer face à ce malheur, alors qu'est-ce qu'on pensera du président de la République? Vous aviez, de temps en temps, la tentation de vous effondrer? Quand j'ai vu des familles dans les épreuves, oui. Vous pleuriez? J'ai retenu mes larmes, mais je ne les ai pas montrées. Non pas parce que je voulais affecter une forme d'insensibilité, au contraire, mais parce que je considérais qu'il fallait aussi, face aux terroristes qui nous regardaient, montrer de la détermination et de la force. Mais j'ai été profondément blessé par ces épreuves, blessé au fond de moi-même, parce que je me suis dit toujours, j'aurais pu être le père d'une de ces victimes. J'aurais pu être aussi le père d'un de ces soldats. Et quand je consolais des familles, quels étaient les mots que j'utilisais le plus? Ces enfants avaient l'âge de mes propres enfants. Je pouvais mesurer leur peine. Parce que ce sont des soldats de 20 ans qui tombent dans des opérations extérieures. Ce sont des jeunes de 30 ans qui ont été, pour beaucoup, tués au Bataclan ou sur les terrasses. Donc je n'avais pas d'autre mot que de dire ces enfants auraient pu être les miens. Et je partageais la peine.
Vos ennemis vous ont également reproché d'être indécis. J'ai trouvé ça très, très injuste et en même temps totalement inapproprié à toutes les décisions que j'ai pu prendre et à toutes les situations auxquelles j'ai pu faire face. Jamais un président de la République n'a été confronté à autant de situations périlleuses. Jamais un président de la République n'a été amené à prendre autant de décisions majeures pour notre pays. Et l'indécision n'a jamais été dans mon comportement. Machiavélique? Machiavélique, je n'ai jamais eu de toute ma vie l'idée qu'en faisant le mal, j'allais produire du bien. Maintenant, on est obligé quand on fait de la politique. Maintenant, être habile n'est pas un défaut. Mais trop d'habileté peut être un vice. Pendant la campagne de 2012, vous avez dit « Mon ennemi, c'est la finance ». C'est une phrase qu'on vous a reprochée pendant tout votre quinquennat. Vous la regrettez? Mais quelle était la situation au moment où je fais le discours du Bourget? La crise des subprimes avait sévi et avait basculé le monde dans une crise économique profonde avec des millions de chômeurs. Il y avait aussi des spéculateurs qui avaient, on se souvient d'un certain nombre de ceux-là, qui avaient capté une part de la richesse qui n'avait même pas été produite par eux et qui avait désorganisé le monde. On avait demandé aux contribuables de payer pour les défaillances des systèmes bancaires. Donc oui, cette finance-là était notre adversaire. Mais la finance n'a pas le même rôle aujourd'hui qu'elle l'avait il y a quelques années quand je me suis exprimé. Oui, mais avec cette phrase, vous avez quand même donné des verges à vos adversaires. On donne toujours des verges quand on vous faire dit fouetter. Un certain nombre de choses qui, à un moment, sont exactes et à un autre viennent à évoluer par notre propre action. Parce que la spéculation, elle a pris d'autres formes et elle a été maîtrisée. Parce que les taux d'intérêt sont parmi les plus bas de notre histoire, parce que nous avons rétabli nos comptes publics sans qu'il soit besoin de faire une politique d'austérité, et parce que les banques ont été amenées, ça c'est une grande réforme que j'ai menée avec la chancelière Merkel et l'Europe, les banques ont été appelées à participer au renflouement des établissements financiers défaillants, alors qu'avant, c'était les États, donc les contribuables. Donc la finance, nous l'avons maîtrisée. Dans le moment où je m'exprimais, celui qui avait, ou celle qui avait vraiment mis en cause la situation de beaucoup de nos concitoyens et au-delà de la France dans le monde, c'était cette finance immorale, cette finance prédatrice et pour laquelle je ne peux pas avoir la moindre indulgence. Vous n'aviez pas quand même vraiment la majorité. Il vous manquait jusqu'à 70 députés, puisque Martine Aubry, la première secrétaire du Parti socialiste en place, s'était arrangé en fait pour vous pourrir le quinquennat en installant partout des députés qui vous seraient hostiles. C'est vrai que la majorité n'a pas été suffisamment solide, robuste et cohérente. Les trois quarts étaient favorables et il y avait un quart qui était d'abord dans le doute, puis ensuite dans une forme d'opposition. Et cette fraction a constamment contesté les décisions que j'ai prises. Ce n'était pas grave sur le plan parlementaire. Ça ne m'a pas empêché de faire voter tout ce que j'avais avec les gouvernements, aussi bien de Jean-Marc Ayrault que de Manuel Valls, et comme de Cazeneuve, fait voter tout ce que j'avais décidé. Mais ça a créé un climat. Parce que quand le doute s'installe dans une majorité, comment voulez-vous qu'il ne trouve pas sa place dans le pays? Donc j'ai profondément regretté. Et je pense que tout président ne veut pas avoir une majorité qui soit totalement
à sa main et lui faire subir ce qu'on appelait des comportements de godillot. On l'a souvent reproché au début de la Ve République, puis ça a suivi. C'était devenu même une tradition. Il faut avoir du respect pour le Parlement. Mais il y a un principe de cohérence. Quand un président est élu sur un programme, la majorité parlementaire, si elle existe, doit être fidèle à ce programme. On m'a reproché parfois l'esprit de synthèse. C'est nécessaire de trouver des compromis. Et moi, je veux que le pays comprenne bien que l'affrontement n'est pas toujours la bonne voie de passage. Et qu'il faut arriver, notamment par le dialogue social ou même par l'effort de conviction, à chercher la bonne solution. Je n'ai jamais voulu humilier, parce que chaque fois qu'on passe en force, on en paye toujours les conséquences. Quand il a fallu utiliser le 49.3, je l'ai fait parce que je considère que sur les textes en question, c'était nécessaire. C'était la loi Macron, puis ensuite la loi Travail. Je l'ai fait en essayant de convaincre, et il n'y a pas eu toujours ces procédures. C'est le début qui a fait problème. Justement, le défaut de concertation, le manquement aux règles du dialogue social élémentaire, que l'on a rattrapé après, mais qui ont quand même créé un doute sur le contenu du texte, alors que le contenu du texte est bon. Ça, c'est un mea culpa. Oui. Alors, gouverner, c'est aussi être quand même très méchant. Vous n'avez pas l'âme d'un tueur, non? Je ne sais pas comment on mesure le degré de méchanceté d'un président de la République. Et doit-il être méchant à l'égard des Français? Ça serait absurde. Mais de dureté, oui. Bon, j'ai écarté des ministres qui n'étaient pas sur la même ligne que celle que je poursuivais. Rappelez-vous les remaniements qui ont eu lieu, la mise à l'écart d'Arnaud Montebourg et de Benoît Hamon. Ce n'est pas être méchant, c'est tout simplement prendre acte qu'il y a une divergence et à ce moment-là, en tirer les conclusions pour la conduite du gouvernement. Alors, il y a un autre reproche aussi qui vous a été beaucoup fait, traître. Vous auriez été traître à la gauche, c'est ce que disaient les frondeurs. Je n'ai jamais trahi au sens où j'aurais été amené à abandonner une part de ce que je crois être mes convictions essentielles sur l'autel de la responsabilité. Donc c'est un vieux reproche qu'on fait à la gauche. Chaque fois qu'elle gouverne, on dit « oui, mais si elle gouverne, c'est qu'elle a déjà trahi. Venir au gouvernement, c'est déjà trahir. » Non, venir au gouvernement, c'est accepter. Accepter de prendre la responsabilité du pays et d'être effectivement soumis à la critique. Et c'est tellement plus simple de rester spectateur. Mais pourquoi avoir si peu répondu au procès en trahison instruit par Benoît Hamon, Arnaud Montebourg ou Jean-Luc Mélenchon? Ou Martine Aubry? Ils ne sont pas à mettre forcément sur le même niveau. Mais il y a toujours eu une gauche qui a récusé l'idée même de gouverner, l'idée même de réformer, l'idée même de transformer. Et donc, moi, je n'ai jamais été sensible à cette attaque. Elle fait beaucoup de mal, néanmoins. Elle fait beaucoup de mal parce qu'elle laisse penser que, finalement, il n'y a pas de possibilité pour changer un pays. Et puis, elle vous a un peu miné de l'intérieur. Enfin, la statue a été rongée. Oui, mais s'ils avaient été encore à leur bénéfice, s'ils avaient été les triomphateurs de ce qu'aurait pu être notre propre échec. Ah oui, ils vous ont quasiment tué et après, ils sont morts. Ils se sont suicidés, quoi. Moi, ils ont tué le Parti socialiste. Je pense qu'ils ont porté un coup très rude à l'idée même qu'ils voulaient préserver, c'est-à-dire l'idée qu'une gauche doit gouverner, doit diriger et doit prendre ses responsabilités. Pourquoi n'avoir jamais dit, par exemple, que ces frondeurs, c'était eux les traîtres? Parce que le Parti socialiste, c'était votre... comment dire? C'est votre chose. Le Parti socialiste, c'est un bien patrimonial, précieux, mais qui n'est pas lié à l'histoire, seulement à l'histoire. Même si, quand on regarde ces 100 dernières années, le Parti socialiste a contribué à faire changer la France. Mais le pays a besoin d'une force social-démocrate, d'une force
de progrès, d'une force qui permet de faire la justice sociale tout en permettant de faire des innovations politiques, ce que nous avons fait, notamment des grandes lois de société, le mariage pour tous pour la législature, après avoir fait d'autres réformes que François Mitterrand notamment, puis Lionel Jospin avait réalisées. Mais donc le Parti socialiste, le mouvement socialiste, l'idée socialiste, après ça peut prendre des formes et des organisations tout à fait différentes selon les périodes, mais nous en avons besoin, le pays en a besoin. Et donc je n'accepte pas qu'un certain nombre d'esprits qui ont revanchards ou tordus par rapport à ce qui avait été un choix en ma faveur pour être désigné candidat à l'élection présidentielle, et affaibli, peut-être même atteint cette idée même du socialisme. Parce que la gauche du gouvernement, on a l'impression aujourd'hui qu'elle s'est dissoute dans le centre. Nous verrons bien. Il y a une gauche de gouvernement qui doit prendre ses responsabilités, et aujourd'hui c'est le cas, pour que ensuite il y ait toujours, dans d'autres échéances, une parole à porter et une action à engager. Trahi par les frondeurs, est-ce que vous n'avez pas eu le sentiment aussi d'avoir été trahi par ce qu'on peut appeler la droite du Parti socialiste? Je pense notamment, par exemple, à Manuel Valls. Manuel Valls a été un Premier ministre efficace, courageux, et notamment dans les périodes que nous avons traversées ensemble, les attentats, la protection de notre pays, des lois qu'il fallait faire voter par le Parlement sur le renseignement ou sur le renforcement de notre arsenal pénal. Et il m'a accompagné durant toute cette période et a assumé ses décisions. Ensuite, lui-même a pensé qu'il pouvait avoir, dès lors que j'avais moi-même renoncé à être candidat, une place, et c'est ce qu'il a voulu c'est la véritable histoire, c'est-à-dire montrer dans une primaire. Il voulait se présenter parce que vous lui aviez signifié que vous n'iriez pas au combat. Je crois qu'il attendait que je prenne cette décision. Peut-être la souhaitait-il. Mais en tout cas, dès lors que je l'avais annoncé, il s'est déclaré. Et vous n'aviez pas envie d'aller aux primaires parce qu'au fond, vous pensiez avant qu'il n'y aurait pas de primaires? Je pense que les primaires sont un mauvais système quand le président de la République peut être candidat à sa propre succession. Il ne peut pas y avoir dans la Ve République, mais même dans le fonctionnement des institutions, dans la vie politique, une primaire dès lors que le président sortant décide d'être candidat. Mais pourquoi vous acceptez ça? Parce que vous pensez que ça n'aurait pas lieu? Oui, je pensais que ça ne devait pas avoir lieu. Alors, avec Emmanuel Macron, les choses étaient un peu différentes. Là, il n'est pas vraiment question de trahison. C'est une relation avec un fils prodige et prodigue. Emmanuel Macron a découvert la politique à mes côtés. Un sale gosse, un peu? Non, c'est pas vrai. Il a été, là aussi, un conseiller utile durant la première partie du mandat. Un ministre que j'ai appelé, parce qu'il y avait des réformes à faire. Et après, il a pensé qu'il pouvait avoir un destin politique. Peut-être n'avait-il pas songé tout de suite à l'élection présidentielle. Il attendait sûrement que je me prononce. Il a sûrement aussi perçu qu'il y avait des divisions dans la famille socialiste qui lui permettaient de jouer sa partie. Et c'est ainsi qu'il a, étape par étape, construit une candidature. Et les circonstances ont été exceptionnelles. Personne n'aurait pu imaginer que la gauche se divise à ce point, que les socialistes choisissent un candidat qui n'a pas convaincu, et que la droite prenne un candidat et surtout le maintienne, alors qu'il était submergé par un certain nombre de polémiques et d'affaires qui le concernaient directement. C'est ce qui a permis à Emmanuel Macron, et c'est la vie politique, de saisir cette opportunité. Parce que il a eu beaucoup de chance. Une élection présidentielle, oui, mais toujours. Une élection présidentielle, c'est la rencontre d'une volonté, d'une ambition, d'un projet et de circonstances.
qui peuvent être des chances ou des malheurs qui frappent des concurrents. Il se trouve que Emmanuel Macron a eu une volonté, une ambition, des circonstances, des chances, et qu'il y a quand même beaucoup de malheurs qui ont frappé ses concurrents. En 5 ans de présidence, qu'est-ce que vous avez appris sur la France et les Français? La France, elle est divisée, y compris dans ses comportements. Elle est à la fois querelleuse et en même temps, elle aspire à l'unité. La France, elle est parfois composée de citoyens qui ne pensent qu'à eux-mêmes, qui sont inquiets de leur propre avenir, qui sont tentés par des solutions de repli. Mais chaque fois qu'on exalte leur fierté, qu'on leur montre qu'il y a un chemin qui peut être celui de la France plus glorieuse que peureuse, eh bien, ils adhèrent. Donc, ce qu'il faut, c'est s'adresser, comme à chaque fois qu'on s'exprime à un citoyen, dans ce qu'il a de mieux dans son esprit, à sa part de confiance, de rêve, d'espoir, de fierté. Et c'est pour ça que cette bataille politique, confrontation politique demeurera toujours. Qui s'adressera à ce qu'est la part d'ombre, la part de peur, la part d'inquiétude, la part de repli, ou qui s'adressera à la part optimiste, confiante, heureuse du citoyen. J'ai fait mon choix. Et je pense qu'il ne faut jamais ignorer l'autre part pour essayer de la transformer, de la capter pour la transformer. Ce qui m'a le plus heurté durant le quinquennat, c'est le dénigrement que beaucoup de Français avaient à l'égard de leur pays. Et je n'ai cessé de leur dire, mais soyez juste dans votre regard. Soyez conscient de vos forces. Regardez tous vos atouts. Vous êtes la 5e puissance économique du monde. Vous avez une culture, un mode de vie qui sont enviés partout dans le monde. Vous avez les plus grands innovateurs, les plus grands chercheurs, les plus grands créateurs. Ils sont en France. On va les chercher, on les sollicite. On a ici des entreprises qui réussissent formidablement bien, des start-up nombreuses. On a une agriculture qui est d'une grande capacité, de diversité de ses produits, même si elle souffre. Regardez la France parce qu'elle mérite d'être aimée. Et d'ailleurs, vous l'aimez. Vous ne vous en rendez pas compte. Vous l'aimez parce que chaque fois qu'elle est critiquée à l'extérieur, vous ne le supportez pas. Et chaque fois qu'elle est capable de prendre des initiatives, vous en êtes heureux et fier. Donc, mais ce que je reproche le plus, ce n'est pas au peuple, c'est aux élites. Ce sont les élites françaises qui sont les plus déclinistes, qui sont les plus négatives sur leur pays, les plus pessimistes. Ah, vous voilà anti-système aussi? Non, je ne suis pas du tout anti-système. Moi, je le dis souvent, je suis le système. Je suis pour le système. Qu'est-ce que ça veut dire, le système? Ça veut dire la démocratie. C'est-à-dire choisir ses élus, les mettre devant leurs responsabilités. Ça veut dire prendre des décisions. Alors pourquoi les élites sont comme ça? Je parle pas des élites politiques nécessairement. Non, mais pourquoi les élites sont Parce comme ça? que elles sont toujours jalouses de ce qui se passe ailleurs. Je trouve que c'est toujours mieux ailleurs. Que l'Amérique, c'est formidable, sauf le jour où arrive un président des États-Unis qui ne correspond pas tout à fait au modèle. Que le Royaume-Uni, c'est formidable. Que Londres, il n'y a pas mieux, sauf le jour où les Britanniques décident de quitter l'Union européenne. Je trouve que la Chine, c'est formidable, sauf que c'est pas forcément là où on a envie le plus de vivre avec le niveau de pollution. Donc voilà, les élites, elles sont tellement heureuses du monde qu'elles voudraient que la France soit le monde. Mais non, la France, elle a une parole et une action à faire dans le monde, mais elle ne ressemble pas au monde, elle ressemble à la France. Et c'est comme ça qu'elle peut prendre sa part dans le monde.
Aujourd'hui, avec le recul, qu'est-ce que vous n'auriez pas dû faire? Je ne suis pas encore dans l'état d'esprit de me livrer à un examen de conscience. Peut-être qu'il y a des formes que je n'aurais pas dû prendre d'expression. Peut-être aurais-je dû faire plus attention à certainement, notamment au début du quinquennat, pour installer et incarner. Mais sur les décisions que j'ai eu à prendre dans le quinquennat, j'en ai évoqué une qui n'était pas finalement opportune, en tout cas qui a divisé, c'est la déchéance de nationalité. Et donc, si j'avais à revenir sur le discours qui a été salué debout par tous les parlementaires à Versailles au lendemain des attentats du 13 novembre, la déchéance de nationalité n'aurait pas dû être proposée. Qu'aimeriez-vous qu'on dise de vous plus tard? J'aimerais qu'on puisse dire que j'ai été juste dans les choix que j'ai faits et sincère. Et puis, que j'ai été honnête, voilà. Honnête intellectuellement, honnête dans mon intégrité, honnête dans mon rapport aux Français, que je n'ai rien caché. Voilà, on pourrait dire François Hollande, un honnête homme et un honnête président. Honnête président, honnête homme, c'est sûr. Quant au chef de l'État qu'il fut, l'histoire jugera. Mais il est bien possible qu'un jour, pas forcément si lointain, elle lui rende justice. Découvrez le podcast Déraciner des ailes pour s'envoler, s'enraciner. Déraciner des ailes, le podcast, disponible sur toutes les plateformes.